Bonjour, ici René Hamel. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des purées Ultra Énergie. C'est un produit qui est conçu spécifiquement pour les activités d'ultra-endurance, qui est plus facile à assimiler qu'un gel énergétique et plus digeste qu'une barre énergétique. La texture de compote fait du bien à l'estomac, puis ces deux saveurs changent le mal de place pendant un long effort. La purée pomme sirop d'érable, c'est une bouchée de la croustade aux pommes de ta grand-mère que tu mangeais quand tu étais petit les premières journées d'automne. Puis la purée patate douce et courge butternut, honnêtement, c'est ma surprise de l'année. Puis tout ça, c'est fait avec des ingrédients biologiques et surtout revalorisés. C'est 200 calories par sachet, puis ça te donne le parfait ratio de 4 pour 1 en termes de glucides et de protéines. Bref, c'est le parfait outil à ajouter à ton coffre à outils pour les prochains gros défis. Tu as le goût d'essayer ça, va sur le nac.com, remplis ton panier, puis si c'est ton premier achat, utilise le code promo Pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis très content parce que je reçois quelqu'un qui est déjà venu au podcast. Ça fait quasiment 2 ans et demi que tu es venu au podcast, à l'épisode 32. René Hamel, re-bienvenue à Pas sorti du bois. Salut Yannick! Je suis vraiment content. La dernière fois, on était en pandémie, on était par Zoom, on était à distance. Là, c'est un mode complètement différent, on est en face à face. Yes! On va pouvoir jaser pour vrai. Donc, ça va vraiment être intéressant. Tu m'avais approché, en fait, pendant mon QMT 80. On s'est croisés à Saint-Tite. Tu étais bénévole là. Qu'est-ce que tu m'avais dit quand tu m'avais croisé? Tu te rappelles-tu exactement les mots? Ah, je pense que j'avais dit « Hey Yannick, ça serait le fun de retourner sur ton émission puis de parler un peu des difficultés des fois que j'ai rencontrées en tant que coureuse puis de partager ça aux gens. » Parce qu'on est souvent là pour jaser du positif de quand ça va bien, mais avec le temps, je pense qu'on apprend aussi comme auditeur des gens qui racontent des situations plus difficiles, mais même comme coureur, on apprend souvent beaucoup plus quand c'est difficile, quand on a des moments, on apprend de nos bas, puis je pense qu'on tire des leçons de ça, versus que quand ça va bien, on tire moins de leçons. Hey, ma course a bien été, cool, je passe à la prochaine. Oh, ma course a mal été, qu'est-ce qui a mal été, qu'est-ce que je peux changer pour ça? Si on l'extrapole à la vie, je pense que c'est ça aussi. Dans nos creux, on peut apprendre. Fait que j'aimais l'angle. Il me restait 23 km quand on s'est croisés. Je m'en suis rappelé à la fin, je m'étais envoyé un courriel en me disant « Hey, plus tard dans l'été, relancer René. » Puis garde, mois de novembre, mois d'octobre, non, mois de novembre, on est le 1er novembre. On est là puis on peut en jaser. Mais merci d'avoir lancé l'invitation. Yes, très cool. Avant qu'on commence, la classique question, qu'est-ce que tu bois? Un kombucha aux fraises. Excellent. On a-tu la marque? Je sais même pas. J'ai pas de partenaire de kombucha, mais t'es pas la première qui fait le kombucha sur le podcast. Ah! Kombu! Ah, kombu, c'est simple, c'est parfait. Est-ce qu'il est bon? J'ai même pas goûté encore. Bon, santé. Cheers, oui. Il est bon? Très bon. Bon, excellent. C'est un essai que j'ai fait, c'est ce que tu m'inspirais. Moi, de mon côté, j'ai un partenaire de bière pour Pas sorti du bois, puis Noctem a sorti une nouvelle bière sans alcool que je trouve vraiment, vraiment bonne, la Calaca Zero. C'est une gauze au citron confit sans alcool. Donc, très originale, très bonne. Donc, voilà. Santé à tout le monde qui écoute. Santé, René. Cheers. Bon épisode. Donc, tu le disais, les difficultés, en fait, je vais prendre une parenthèse. Je me permets de pas faire d'intro comme d'habitude. René, parle-nous de toi, d'où tu viens et tout, parce qu'on l'a déjà fait à l'épisode 32. Fait que si vous connaissez pas René Hamel du tout, je vous recommande, prenez une pause, allez écouter l'épisode 32. Vous allez apprendre à découvrir René. Puis là, on revient, puis là, c'est comme une partie 2. Tu dis, bon, t'as vécu des difficultés, t'avais envie d'en parler parce que je suppose que t'as tiré des leçons de ça. C'était quoi l'élément déclencheur ou ça a été quand, comment ça s'est produit? Oui, ça s'est pas mal confirmé, je dirais, durant ma course du Arikana 125 l'année passée, 2022. Je pense même avant la course, je pense j'avais peut-être peur, là. Mon père m'avait appelé, je pense, 2 jours avant, puis
il m'avait demandé comment ça allait, puis je me suis mordu la langue pour pas pleurer. OK. Mais je savais pas nécessairement quelle émotion que je ressentais. Puis après ça, ben j'ai pris le départ, j'ai fait la course, puis je pense après les Morios, c'est là que je rencontrais Martin, mon beau pacer. Puis j'ai regardé le temps, puis je pense que j'avais le même temps que les autres fois que j'avais fait le 125. Parce qu'il faut le dire, c'était ta 4e fois Ouais, sur le c'était ma 125. 4e participation. Puis les 3 premières, ça l'avait bien été? Oui, Ouais. oui, ça avait bien été. Puis là, ben quand j'ai vu ça, j'étais pas super contente parce que je m'avais entraîné vraiment fort durant l'été. Puis je dirais que à ce moment-là, tu sais, je suis restée pris avec ça dans ma tête, genre je suis dans les mêmes temps que les années d'avant. Ça reste que c'est le premier quart. J'aurais aimé ça me dire c'est le premier quart. Continue, on va voir qu'est-ce qui arrive. Mais je suis restée avec là, crime, c'est passé vite. Puis là, à un moment donné, nos frontales, on n'avait pas des bonnes frontales, on voyait plus rien. Fait que j'ai eu de la misère de passer par-dessus ces choses-là. Puis qu'est-ce qui est dur, je pense, c'est plus que tu fais quelque chose, plus que tu as de l'expérience, peut-être plus que tu as d'attente. Mm-hmm. Puis ça peut être quand même dangereux. Ouais. Plutôt que l'inverse où on pourrait se dire, sans être de l'intérieur, mais de se dire, ah ben, c'est sa 4e fois Ricana, elle l'a fini 3 fois, elle sait comment ça fonctionne. Tu sais, des fois, les gens se disent, ah ben, les gens qui ont plus d'expérience, à un moment donné, peu importe la difficulté que tu peux vivre dans ta course, t'es rendu que tu sais passer par-dessus. Puis c'est un sport où j'ai l'impression que c'est pas tant vrai. Que, comme tu dis, on peut se rajouter une pression ou des contraintes, puis il y a des nouvelles affaires qui peuvent mal aller. Là. Oui. Ouais. Surtout, ben, le mot pression. Mm-hmm. Ça, je pense que je m'en ai mis pas mal plus que je le pensais. OK. Puis tu sais, je voulais performer, mais ça reste que c'est tellement une longue course. Tu sais, souvent, je dis aux gens, voilà comme une expédition, une compétition. Mais moi, cette journée-là, c'est sûr que dans ma tête, c'était une compétition, puis je voulais pas le gagner, mais je voulais bien me placer, puis je voulais faire un temps. Fait que ça, je pense que c'est dangereux. Puis après, quelque chose comme ça, qu'est-ce que j'ai appris de ça, c'est que faut être plus flexible. Ouais. Tu sais, j'avais pas nécessairement des objectifs de chiffres en tête, mais d'être plus flexible puis de passer à autre chose. Fait que ça, c'était des petites, des apprentissages. Je veux pas dire des erreurs parce que au moment de la course, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ouais. Fait que ça s'est passé comme ça. C'était-tu la première fois que tu faisais une course comme ça, puis pendant la course, après le quart, puis on s'entend sur un ultra, le premier quart, souvent c'est pas que ça vaut pas grand-chose, mais on voit tellement de moments où des gens crash ou remonte une pente vraiment plus tard dans une course. Le premier quart, c'est souvent là c'est quasiment l'échauffement. C'est pas là qu'il faut nécessairement pousser. C'était la première fois que tu vivais ça. Aussitôt dans une course, t'étais déjà dans cette espèce de, j'ai l'impression, spirale de pensée négative. Oui. Ouais, puis au point que, tu sais, que là, je commençais à me dire, là, je vais arrêter, là. OK. C'est la première fois que je voulais arrêter une course. Puis là, j'en parlais pas à Martin. Puis là, à un moment donné, je lui ai dit, puis là, il m'a dit les bonnes choses. Ouais. Tu sais, puis là, j'y ai pensé. C'est la première fois que j'y pensais. Je me disais, mais là, tu peux pas faire ça. T'as aucune autre que genre, j'ai pas de... Puis c'est des bonnes raisons. J'ai pas de fun, puis ça me tente plus. C'est des raisons qui sont correctes pour arrêter. Mais je me disais, tu t'es entraîné fort. C'est surtout que t'as la chance. Ouais. J'ai les capacités de faire ça. Puis cracher là-dessus, ça, je trouve que ça aurait été un peu comme pas fair ou... Puis je pense que j'aurais peut-être eu de la misère. Comme, prends la décision, au moment, ça filait correct. Ouais. Mais les jours d'après ou les semaines d'après, je suis pas sûre que j'aurais été bien avec ma décision. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Là, à mi-chemin, j'ai vu mon amie Sonia, puis ça a sauvé ma vie parce qu'elle avait une vraie frontale. Là. OK. Une bonne frontale. Fait qu'elle me l'a prêté, puis je m'attendais pas à la voir. Fait que ça a tellement remonté mon moral. Puis là, j'ai mis en frontale, puis là, je me suis dit, OK, là, t'as décidé de le finir parce que t'es capable. Puis je me suis dit, organise-toi d'avoir un peu de fun. Ouais. Ça, c'était mon message qui m'a permis de finir. Puis
Puis je revenais, je pense, j'en parle souvent, mais je revenais beaucoup à ma respiration. OK. Puis écouter ma respiration, ça va me laisser savoir j'en suis où dans mon effort. Mm-hmm. Puis surtout, quand mon attention est portée sur ma respiration, elle est pas portée à « Ah, je suis en retard » ou il y a plein de filles en avant de moi ou oh my God, il m'en reste beaucoup. Ou... Fait que chaque fois que je partais dans mes pensées, je me repognais puis je revenais à ma respiration puis je me concentrais à juste avancer. Fait que ça m'a permis de le finir. Puis c'est sûr que là, avec du recul, parce que là, après cette course-là, je me suis dit là, je veux plus faire de course. Okay. Puis je me suis dit là, j'ai besoin d'un break là. Ouais. Parce que j'étais un peu tannée. Puis là, avec du recul, cette année, j'ai réalisé que il y avait peut-être, il y avait pas beaucoup de plaisir dans ma saison. Fait qu'il y a la course qui a été pas comme j'aurais souhaité. Puis c'était toute une accumulation. Écoute, j'ai peut-être pas toutes les réponses, mais c'est peut-être une accumulation que tout l'été, je me suis fait faire j'ai fait des entraînements qui étaient pas nécessairement le fun pour moi. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que à ton Arikana 125 en 2022, là, on le regarde micro sur comment la course s'est passée, mais en regardant la forêt derrière l'arbre, en prenant un pas de recul, j'ai l'impression que ça a comme été pas le point de départ. Ça a été le point de départ de ta réflexion, mais ça a été le point final d'une période, de ce que je comprends, qui était plus difficile, moins de plaisir, plus de pression. C'est arrivé tard, dans le sens où ça fait longtemps que tu fais ça fait longtemps que tu performes, que tu dois être satisfaite de tes chronos, de battre ce que tu as fait par le passé, d'avoir des bonnes positions, des podiums. Là, est-ce que tu es capable de voir qu'est-ce qui se faisait qu'en 2022, dans ton entraînement, t'as perdu ce côté plaisir-là? T'as-tu réussi à mettre le doigt sur qu'est-ce qui explique tout ça? Ben, moi, je pense c'est que je suis arrivée à la course, puis tu sais, le fait que j'ai pleuré presque pleuré 2 jours avant la course, puis que j'avais peur, j'étais déjà pas... je sais pas à quel point j'avais envie de faire cette course-là. OK. Il y a ça. Puis tout l'été, je veux pas dire que j'ai pas eu de fun, parce que il y avait le club de trail du coureur nordique, ça, j'ai toujours du fun, mais les entraînements que je me suis imposés, ça, je suis pas sûre que ça a été payant. OK. Parce que je me suis pas écoutée. Ouais. Je me suis vraiment pas écoutée, puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que la semaine passée, j'étais allée courir. Puis là, en courant, je me suis dit, c'est quand la dernière fois que je me suis demandé, as-tu envie d'aller courir? Je pense que ça arrive presque, vraiment pas souvent ou jamais, j'aime pas dire jamais ou toujours, mais vraiment pas souvent que je me demande cette question-là, j'ai-tu envie d'aller courir? Parce que je vais y aller. C'est ça qui est comme prévu. Puis l'autre question, est-ce que j'ai du plaisir quand je cours? Mm-hmm. Puis l'année passée, je pense, il y a 2 fois par semaine, je m'imposais j'avais comme entraînement un pitch vraiment à pic chez nous. Puis j'allais le faire en intervalles, puis des intervalles courts, des intervalles longs sur l'asphalte. Tu sais, c'était vraiment pas qu'est-ce que j'avais vraiment du plaisir à faire. Puis même avant d'aller faire ces entraînements-là, j'étais comme ouf, ouais, ça va être dur, mais ça va être payant, fait que fais-le, mais tu sais, j'avais pas de fun, fait que je pense que ça a beaucoup joué, fait qu'en allant faire ces entraînements-là, j'étais-tu à mon meilleur, ça me tentait pas, mais je le faisais parce que sur papier, je me disais, OK, ça c'est payant, fais du dénivelé, fais des intervalles, tu vas aller plus vite, puis mais tu sais, j'avais pas nécessairement la pêche là d'aller faire ça, fait que ça je pense ça a été quelque chose qui a pas aidé. Puis maintenant, dans ma philosophie avec le monde que je coach, tu sais, il y a 3 choses. C'est 1, avoir du plaisir, 2, une progression qui est correcte pour pas se blesser surtout, puis 3, atteindre l'objectif. Mm-hmm. Je pense pour atteindre l'objectif, à quelque part, faut avoir un peu de fun. Ben oui. Puis on veut pas se blesser. Fait que vraiment cet ordre-là, puis t'avais pas cet ordre-là quand toi-même tu t'entraînais pour 2022. Non. Puis tu t'es comme perdu dans je sais pas comment dire, la préparation théorique de oui, il faut faire des intervalles, il faut faire tel type d'entraînement. T'es une coach dans la vie, tu coaches une dizaine, 40 d'athlètes, donc tu sais comment
atteindre des objectifs. Tu le sais comme coureuse, tu le sais comme coach. Est-ce qu'il y avait un peu de cordonnier mal chaussé? Dans le sens où tu t'es imposé des choses que si t'es un athlète qui t'avait démontré des signes que toi t'avais peut-être dans le courant de l'été, toi comme coach, tu t'aurais pesé sur le break, t'aurais dit, hey, on se calme, bonhomme, on est là pour le plaisir, tu sais. C'est sûr. C'est sûr que le voir chez d'autres mondes, j'aurais vu ça. Sauf que, tu sais, je parlais pas de mes entraînements nécessairement comme pas le fun. Ouais. Mais quand je réfléchis un an après à comment je me sentais avant d'aller m'entraîner, j'avais pas de fun. Mais puis ça, c'est justement depuis ça, c'est là que j'ai comme ma petite philosophie, puis c'est quelque chose que je valide puis que je vérifie avec le monde que je suis. Fait que la course a été un point de départ d'une réflexion. Tu dis qu'après cette course-là, t'avais pas le goût de retourner courir, t'avais pas le goût de réinscrire à des courses. Comment s'est passée cette période-là où, je suppose, je te pose la question, mais t'es une coureuse depuis tellement d'années, y a-t-il une espèce de perte d'identité de dire là je suis qui si ça me tente plus de faire de la course, puis je suis qui si ça me tente plus de mettre des dossards? Ouais, ben dans le fond plus envie de faire de compétition, oui, mais aller courir, j'avais quand même envie, puis vite j'ai embarqué dans les cours de ski, la saison de ski, fait que là j'ai réfléchi plus à grand chose. Mais c'est sûr que je pense, tu sais, le fait que j'avais peut-être perdu une identité, ben c'est là que tu vois aussi que tu peux t'associer à des performances. Fait que Arikana, pis ça j'aime vraiment pas ça là. Je veux pas m'associer à la performance, mais en même temps je veux faire partie de la game. Oui. T'es compétitive. Oui, puis c'est pas nécessairement une qualité, mais c'est ça qui me drive, qui me pousse. Fait que je pense après Arikana, j'ai eu une déception que j'étais pas dans le game ou dans la performance comme j'aurais souhaité. Parce que tes 3 Arikana précédents, on avait parlé à l'épisode 32, je le sais que des fois les positions, les temps, ça vaut ce que ça vaut d'une année à l'autre, mais t'avais quand même terminé 4e, 3e, 2e sur le 125, donc dans tous les cas, t'es dans le game, t'es sur des chronos qui sont rapides, c'est ça, t'es dans la compétition. Là, t'as une course qui est un peu différente, fait que ça s'est mis à jouer un peu sur ce petit côté-là compétitif aussi de toi. Ouais. Puis est-ce que, mettons que t'étais la coach de René Hamel, puis froidement tu te détaches de toi, si t'avais une athlète qui t'était arrivée en disant hey, ça a pas de sens, je me reconnais, ça a pas bien été, je suis plus dans le game, tu répondrais quoi aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. Ben après, je pense que je décortiquerais aussi, puis je dirais ben c'est quoi être dans le game? Ouais. C'est quoi être dans le game, puis c'est de voir, puis c'est sûrement ça que je me suis posé aussi, c'est quoi qui est le plus important? Mm-hmm. Tu sais, que tu finisses sur un podium ou que tu cours pendant encore 20 ans, 30 ans, que tu aies du fun, que tu aies d'autres choses dans ta vie qui existent aussi, là. Ouais. Fait que je pense que, c'est sûr que j'aurais peut-être pas le même discours qu'envers moi-même. Mm-hmm. Bon, on a tendance à être dur avec soi-même. Oui, c'est sûr. Puis je trouve ça drôle comment que qu'est-ce que je vais suggérer ou apporter aux autres, tu sais, je vais peut-être pas me l'apporter à moi-même. Ouais. Mais c'est quelque chose que j'observe ou que j'essaie d'être consciente, là. Mais un exemple que je donne aux gens des fois, c'est si ça tente pas d'aller t'entraîner dans la semaine, nous, en tant que coureurs, on est souvent vraiment motivés, on y va pareil. Ouais. Oh oui. Puis c'est correct. Après, tu sais, qu'est-ce que je vais dire aux gens, c'est si ça se répète 2 fois, 3 fois dans la semaine, ben à un moment donné, là, respecte cette envie-là. Mm-hmm. C'est que ça soit ton mental ou ton physique, notre corps nous envoie quelque chose de genre, je veux un break. Ouais. Je veux pas y aller. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant puis important de le respecter parce qu'après, on est soit plus reposé physiquement ou mentalement, puis l'envie, elle va juste être plus grande. Se recréer. C'est ça. C'est ça, tu sais, on parle souvent d'off-season, puis on est l'automne, puis c'est certain que des fois, de prendre un petit pas de côté. Toi, je sais que tu fais beaucoup de ski de fond, il y en a que c'est d'autres sports, mais ce petit pas de côté-là dans un autre sport, ou cette pause-là qu'on peut s'imposer, ou juste une pause de se faire des séances d'intervalle parce que nos objectifs arrivent. Là, des fois, nos objectifs sont dans 6 mois. Ça peut être bien de laisser l'envie revenir, puis de juste faire des fun runs aussi, puis on est vraiment dans la période en ce moment où j'ai l'impression que les gens peuvent se permettre ça, puis devraient se permettre ça. Oui, puis ça prend ça, je pense, à chaque année,
courir sans montre, faire des parcours à l'envers ou puis vraiment y aller au ressenti. Mm-hmm. Tu sais, si ça te tente, OK. Si ça te tente pas, tu y vas pas. Puis quelque chose de porter attention que j'essaie de faire quand on dit il faut. Hein? Oui. Il faut que j'aille courir. Il faut que j'aille faire mon entraînement. Il faut que je me couche tôt. Il faut ci, il faut ça. Puis il faut, c'est pas j'ai envie. Puis cette année, je m'avais donné comme objectif, je me disais, cette année-là, je veux aller courir et non, je vais m'entraîner. Ouais. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. M'entraîner, c'est avec des objectifs spécifiques. Puis je vais courir, c'est très large. Oui. Ça pas, en fait, compte, c'est pas ça que j'ai fait cet été, mais c'est de porter attention un peu des fois à comment qu'on parle de la course. Ouais, parce qu'au-delà du contenu de la séance lui-même, c'est juste dans l'état d'esprit que tu te crées en te disant « Je m'en vais courir, je m'en vais jouer dans le bois ». Moi, je dis souvent ça quand je parle de ma blonde. « Je m'en vais jouer dans le bois ». Elle sait que ça veut dire aller courir dans le bois. Puis ça se peut que j'ai un programme parce que j'ai un coach. Puis aujourd'hui, je vais aller faire mes intervalles, je vais aller me gâter, je vais les faire dans la forêt. Mais j'essaie de m'imposer ça de, tu sais, on s'en va jouer dans le bois. Ouais. Si l'entraînement va pas comme on veut, c'est pas grave, je m'en allais jouer dans le bois. Je m'en allais courir, juste ça. le plaisir de courir. Puis après ça, ben c'est sûr que si on veut atteindre des objectifs, il y a une rigueur à avoir, il y a des entraînements à s'imposer. Mais c'est ça, des fois c'est juste une question d'état d'esprit de comment on le met dans notre horaire ou comment on en jase, comment on en parle. Là. Ouais. Ouais. Souvent, j'ai l'impression que en fait, je revenais, j'aimais ce que tu disais tantôt par rapport à faut que j'aille courir. Puis j'ai l'impression que des fois, une fois dans une semaine, ça peut arriver que faut que j'y aille, regarde, là, j'ai un entraînement, puis il me tente pas tant que ça. Mais des fois, c'est l'entraînement lui-même, tu te dis OK, ça va être payant la séance d'intervalle, mais aujourd'hui, je le file pas, regarde, je me donne un petit coup, je tire sur le plaster, puis une fois qu'après 2 minutes de course, t'es content de l'avoir fait. Ça, c'est correct, je pense. Mais quand c'est trop une tâche, puis quand, même au retour de ton entraînement, t'es comme ça a été rough, hein, c'est un mauvais moment à passer, on peut se poser des questions. Ça veut pas dire que la course est finie puis on va espérer sur Marketplace. C'est plus de se dire OK, qu'est-ce qui fait que c'est pas juste un petit ça me tente pas, ça va faire mal cet entraînement-là, puis une fois que c'est fait, t'es content puis t'es endorphines dans le piton. Faut que tu te poses la question si vraiment ça te tente pas, puis pas que tu le regrettes, mais tu te dis ça a été un mauvais moment à passer, j'ai pas eu de plaisir. Je pense que c'est un bon indicateur de se poser des questions, puis c'est correct de le faire. Ah oui. Oui. Est-ce que j'ai du plaisir? Ouais. Puis sinon, après, ben comme tu as dit, c'est souvent ça qui arrive après qu'on part courir. Ça passe après 2 minutes puis on est content. Puis souvent, qu'est-ce que je vais dire aux gens? C'est, ajuste-le. Coupe tes intervalles en 2 ou déplace-les d'une journée ou fais-en moins. Puis joue avec ça. Ouais. Joue avec ça. Puis pour être dans un plaisir quand tu cours. Mm-hmm. Tu disais, 2022, pendant que j'étais dedans, je m'en rendais moins compte, mais avec du recul, j'ai réalisé tout ce qui se passait dans cette année-là. Maintenant, un an et demi plus tard, tu regardes cette saison-là, tu regardes cette année-là, c'est quoi ce que t'en retires? Les leçons que t'as appris? C'est vraiment d'avoir du plaisir. Juste le plaisir. Ouais, plus avoir du plaisir, puis de peut-être lâcher prise là. Ouais. Moi j'essaie beaucoup de j'essaie de lâcher prise sur plein de choses là, mais lâcher prise que c'est peut-être pas comme on veut ou puis d'être plus en plaisir sans s'imposer trop d'affaires, puis laisser plus de place à d'autres choses. Ouais. Fait que là, t'as tiré ces leçons-là, je comprends, dans le courant de l'hiver par rapport à la saison 2022. Ouais. Comment t'as approché 2023 en tentant ce nouveau mindset-là ou en tentant de pas répéter les mêmes erreurs, entre guillemets? Ouais, c'est ça. Là, cette année, je me suis inscrite j'ai fait le Ultra Trail Monte Rosa. Fait que c'était une course à étapes ou que tu pouvais faire d'une shot. Mm-hmm. Puis je m'avais mis comme objectif, je vais le faire en 4 jours pour plus en profiter, puis ça va être j'aurai moins besoin de m'entraîner puis de préparation. Puis quand j'ai commencé à me préparer pour cette course-là, au début j'espérais aller courir puis pas m'entraîner, mais quand j'ai regardé le défi, il y avait beaucoup de dénivelé quand même. Ouais. Fait que puis je suis quand même sérieuse, fait que je me suis entraînée.
Mais je me suis dit, OK, tu vas faire du dénivelé parce que qu'est-ce qui ressort de cette course-là, c'est du dénivelé. Ouais. Mais on va l'ajuster pour que ça soit agréable. Ouais. Fait que je suis pas allée faire mon pitch. Ouais. Je suis pas allée faire mon pitch à pic. J'ai pas fait d'intervalle de chronomètre de montre. Ouais. Tu sais, fait que je fais du dénivelé, puis ça, j'aime ça, faire ça, monter, descendre, Stoneham, j'aime ça. Puis après, ben, quand je faisais mon dénivelé, je le faisais pour que ça soit agréable. Fait que des fois, il y a des journées que ça me tentait de pousser. Fait que là, je faisais de l'intensité sans nécessairement que ça soit chronométré. Mm-hmm. Puis d'autres journées que je le filais pas, ben j'y allais plus relax. Ouais. Fait que j'y allais vraiment avec comment je me sentais à ce moment-là. Mm-hmm. Puis là, je comprends, on focus sur le plaisir, on trouve une manière de retrouver du plaisir là-dedans. Tantôt, tu disais aussi, il y a la pression qu'on s'impose. Ouais. Parce que je comprends que revoir sa méthode d'entraînement et tout, oui, il y a du mental, il y a du mindset, comment qu'on revoit les choses, mais après ça, tu planifies tes courses, je vais pas me faire d'intervalle en côte. Tu es capable de factuellement, théoriquement du moins, adapter ton entraînement selon les leçons que tu as tirées. Ça, c'est une chose. Mais la pression, on se la crée nous-mêmes, c'est 100% dans notre tête. Est-ce que tu as vu un changement dans la pression que tu te mettais? Est-ce que tu as mis des choses en place pour pas t'en mettre de la pression, justement? Oui, bonne question. J'ai pas... Dans le fond, je me suis mis moins de tâches. Fait que plus d'intervalles chronométrés. Ouais. L'année d'avant, je faisais 30 minutes de musculation 5 fois semaine. Que... Tu sais, j'ai pas énormément de fun à faire ça. Fait que cette année, je me suis pas imposée de musculation. Je me disais, ma musculation, ça va être mon D+, vu que j'en faisais beaucoup. Clairement. Fait que je me suis mis moins d'obligations. Mm-hmm. Parce qu'avant, c'était des obligations. C'était il faut que je fasse ma musculation. Il faut que... Là, il y avait beaucoup moins de « il faut ». C'est ça. Il y en avait quand même parce que je m'en allais faire une course puis je pense que dès qu'on met un dossard, pour moi en tout cas, c'est sûr que c'est pas la même chose que si j'ai pas de dossard. Non, c'est ça. Fait que ça ajoute une pression, en tout cas ça ajoute en fait ça impose un entraînement structuré pour arriver à cet objectif-là. Inversement, est-ce que toi, de mettre un dossard à ton horaire, de mettre un événement à ton horaire, motive nécessairement aussi. C'est comme pas un couteau à double tranchant, mais je veux dire, de le mettre au calendrier, de te dire, OK, le 2 septembre, je pars pour la Suisse faire cette course-là. Ouais. Ça motive 6 mois plus tôt, 5 mois plus tôt, 4 mois plus tôt, là. Ouais, exactement. OK. On parle de pression, tu parles laisser faire un peu le chronomètre et tout ça. Toi, comme coach ou comme athlète, trouves-tu que médias sociaux, Strava, la montre qui te dit ton BPM à chaque seconde, est-ce que c'est des éléments qui peuvent contribuer à mettre de la pression? Oui. Oui. Puis c'est quelque chose que j'aime un peu moins, là. Strava, je suis pas dessus. Je pense que Strava, ça peut être intéressant pour découvrir des nouveaux parcours. Ouais. Après ça, Strava, ça peut être dangereux peut-être quand tu commences à te comparer. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est drôle, une fois, j'avais fait, chez nous, j'ai comme une boucle, un 19 km. Puis j'avais fait un bon temps pour moi. Puis j'étais vraiment contente. Puis après, j'ai vu quelqu'un d'autre, je pense, sur Facebook, qui avait fait un 21 km plus vite que mon temps à 19 km. Fait que tu sais, j'ai eu la pensée, c'est pas si hot que ça. Fait que de là, que quand on est sur les réseaux sociaux, Strava, Facebook, Instagram, toutes ces choses-là, c'est là qu'on a des comparaisons. Puis ça c'est peut-être... ça peut être positif comme ça peut être négatif. J'aime pas trop les réseaux sociaux parce que on va mettre qu'est-ce qu'on a fait de bon. Ouais. Puis pas qu'est-ce qu'on a fait moins bon. Puis c'est les choses qui sont peut-être les performances qui sont moins bonnes qui sont probablement les plus intéressantes parce que c'est là qu'on apprend beaucoup de choses puis qu'on vit des difficultés. Mais c'est normal que, tu sais, je sais pas, mes jambes sont pas rasées. Je vais peut-être, je vais pas être à l'aise d'aller courir avec mon club du courant nordique, là, mes jambes pas rasées. Je veux me mettre, j'ai peut-être une certaine fierté puis je vais essayer que mes jambes soient rasées. Fait que c'est normal qu'on projette, un peu ces côtés-là. Fait que c'est sûr que moi, puis en tant que
coach, j'encourage beaucoup les sensations. Ouais. Les sensations, j'ai pas de montre qui me dit mes pulsations. Je le sais, je connais pas les chiffres que mon cœur va battre nécessairement, mais je le sais, je suis dans le rouge, le jaune ou le vert en écoutant ma respiration. Fait que j'encourage beaucoup d'être dans les sensations, soit les sensations de savoir je suis où dans l'effort, puis aussi, j'ai-tu du fun? Ouais. Fait que ouais, je dirais de faire attention à ça, là. Mais je pense que c'est toutes des choses qui sont des outils quand sont perçus et utilisés de manière positive, puis t'es pas obligé de mettre tes courses sur Strava, t'es pas obligé d'avoir une montre. Moi, je suis comme toi, je suis pas sur Strava, j'ai un Strava secret dans le sens où je mets rien dessus, mais je l'utilise des fois pour trouver des parcours. Tu sais, c'est le fun pour ça, c'est un bel outil. Je trouve qu'il va mieux que AllTrail ou d'autres applications. Fait que j'en ai un Strava que je pars, puis je vois les réseaux de sentiers. Une fois que la course est finie, je la supprime. Parce que moi, je le sais que je vais mettre une pression ridicule sur mes sorties, qui devraient être des sorties de sensation en de la zone 1 théorique. Puis, non, mais là, le pace, je pourrais le pousser un peu parce que ça va avoir l'air... Non, on s'en fout. Je veux dire, t'as besoin des sorties en zone 1, d'être hyper smooth, tu sais. Mm-hmm. Mais moi, je suis comme ça. Je pense qu'il y a des gens, s'ils l'utilisent positivement, puis si ça les motive de se comparer ou de le mettre, sont fiers de leur entraînement, puis ont besoin de ce sentiment-là, c'est vraiment correct. Mais des fois, j'encourage les gens à réfléchir l'effet que ça leur amène. Mm-hmm. Puis que c'est pas grave si t'es pas sur Strava, puis c'est pas grave si t'es pas sur Instagram ou tu mets pas ton contenu sur Instagram. Puis des fois, tu sais, chez Anne Champagne, je pense qu'il en a parlé récemment sur ses médias sociaux, la montre, que ça fait 1 an et demi, je pense qu'elle court plus de monde du tout. Pas de montre de course. Moi, je suis pareil, j'en ai pas de montre de course. J'ai une Timex qui me sert dans mes jours de course juste pour savoir quand manger, quand boire. Puis, tu sais, c'est ça que j'ai besoin. Puis je pense que ça me stresserait ou ça m'ajouterait une pression de tout savoir ce qui s'en vient. J'aime ça courir, pas savoir le prochain ravito, il est quand. Je sais les splits, je sais que la marmotte est dans 12 km après tel ravito. Parfait. Mais après ça, en trail, les choses vont à des vitesses différentes. Puis 12 km, ça peut être 4 heures de temps certaines journées. Puis c'est correct. Fait que moi, c'est ça que j'ai imposé. Puis je dis pas que c'est ma façon qui est la meilleure, pas du tout. Mais j'invite quand même les gens des fois à se questionner sur la pression direct ou indirect que ça peut leur causer. Puis c'est correct de laisser tomber ces choses-là. Parce que des fois, cette pression-là va amener à en faire un peu plus, arrondir le chiffre parce que c'est bon d'avoir 160 kilos cette semaine plutôt que 152, je dis n'importe quoi. Arrondir, ça te fait plaisir, oui, mais si tu te mets la pression pour avoir l'air de blabla, tout ça, c'est du négatif, puis ça peut mener à une réalisation comme tu as pu faire, toi, à l'automne de l'année passée, là. Mm-hmm. Oui, puis c'est fou comment que, disons tout se passe bien, puis là, tout d'un coup, on voit des chiffres, soit des kilomètres ou des vitesses de temps, puis que là, ça nous throws us off, ça nous débalance. Ouais. Parce que, tu sais, ça reste que on aime courir, puis après ça, on aime courir, tu sais, de revenir à la base. Ouais. J'aime courir, puis là, gars, cours pour que t'aimes ça. Ouais. C'est ça que j'essaie de me dire à ma course en Suisse. Là, je dis là, t'as fait un voyage, là. T'as pris l'avion pour aller faire une course. Le but, c'est de le finir puis avoir un minimum ou un maximum de plaisir. Ouais. Fait que c'est de rester dans des bonnes sensations. J'aime courir, point. Fait que je sais comment courir pour avoir un minimum de plaisir. Ouais. C'est parfait de laisser le plaisir guider. Puis si ton plaisir, c'est d'être sur Strava puis d'aller chercher des couronnes, c'est parfait aussi. Tu sais, dans le sens que mon point n'est pas Strava, c'est mauvais. C'est juste réfléchissons à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Puis ce qui nous ajoute des fois une pression qui a pas lieu d'être là. On passe notre vie sous de la pression. Je veux dire, que ce soit l'emploi, le stress financier, le stress de notre relation de couple, le stress de ceux qui ont des enfants, que nos enfants soient corrects. Puis il y a 1 million de noise autour de nous dans une semaine par tout ce qui est extérieur. Ça, je pense que pour beaucoup, beaucoup de monde, ça fait juste 160 épisodes que je fais. J'ai parlé avec beaucoup de monde. Pour tout le monde, la course, c'est un peu un moment. C'est mon moment. C'est mon moment de la semaine. Oui, des fois, je vais aller me torcher dans une séance d'intervalle, mais oui, des fois, je veux juste vagabonder comme une Marianne Hogan qui raconte que c'est sorti zone 1, elle regarde les gens passer, puis elle se promène, puis elle se laisse guider selon son instinct, tourne à droite, tourne à gauche. C'est correct de faire ça, puis si
la montre, les médias sociaux, Strava, toutes ces choses-là amènent du négatif là-dedans. Laisse-les aller, ça. Ouais. T'as fait cette course-là cette année, l'Ultra Trail Monte Rosa. Pour les stats, là, parce que j'étais allé voir pour le fun, 173 kilos, 13 000 mètres de dénivelé. Sur 4 jours, c'est réparti en 4 étapes, mais ça fait tout un ratio. Oui. C'est un gros défi que tu t'es lancé. Oui, ben il y en a qui le font d'une shot aussi. Oui, c'est ça. Là. On est loin tu sais, on trouve des fois le ratio 170, 10 000, l'UTMB est intense. Là, il y a un petit 3000 mètres de dénivelé de plus. Oui. Ah non, c'est un beau terrain de jeu. Je pense que c'est plus... Oui, ben de qu'est-ce qu'il dit, c'est plus dur que l'UTMB, puis c'est plus beau aussi. J'ai pas fait l'UTMB, fait que je peux pas comparer. Mais c'est vraiment un bel événement, une belle course. Il y a tu peux le faire le 173 dans une shot ou en 4 jours comme j'ai fait. Il y avait un 100 km, un 60 puis un 23 km. Mm-hmm. Puis comment cette course-là est venue sur ton radar? Ah ben j'en ai parlé, j'avais écrit à un ami, une connaissance de course, Hans, un gars de la Norvège, que j'avais rencontré au Chili, puis lui, c'est ça sa vie, là, il fait des compétitions, okay. Il connaît ça, puis là, j'ai demandé, c'est quoi la plus belle course? Puis il m'a dit celle-là, j'étais allée voir, puis j'ai capoté, puis en plus, c'est Lizzie Hawker qui l'organise. Elle, c'est une femme très cool, qui vit au Népal, qui a fait de l'UTMB, qui a été dans la compétition, très humble, beaucoup dans la méditation, Vipassana, fait que je me suis dit, c'est tout fit pour que j'aille faire cette course-là. Puis, justement, la proposition de le faire en 4 jours, je me dis, j'avais comme eu l'idée que ça va être facile, là. Ou je me suis dit 4 jours, tu sais, ça va être comme un genre de beau tout inclus. Puis, c'est un peu ça, c'est comme un tout inclus. T'as un beau forfait, t'as 3 nuits d'hébergement en hôtel. On a été 1 nuit en Suisse, 2 nuits en Italie, puis c'est ça, c'est une boucle. Les paysages sont incroyables. On a traversé le pont le plus long. On a marché sur un glacier, puis ça prenait les micro-spikes. Ah ouais. On est monté dans les nuages. Puis il y a pas trop de monde. Puis justement, ça je trouve ça vraiment le fun. On n'était pas 2000 sur la ligne de départ, fait que j'ai souvent couru tout seul. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Le parcours était bien balisé, les ravitaux étaient pleins. Fait que non, ça a été une belle course. Des fois, je pense que pour beaucoup de monde, l'UTMB, c'est un objectif, c'est une finalité, mais c'est le sommet mondial du trail, c'est le plus grand événement, mais on dit souvent, oui, il y a plein d'autres courses qui sont des défis similaires ou plus difficiles. Fait que si quelqu'un veut pas nécessairement aller faire le tour du monde, essayer de ramasser les points que ça y prend pour faire la course, ou mais tu peux faire le tour du Mont-Blanc en solo ou en fast-pack, mais tu peux trouver ces petites pépites-là, des courses qui sont extrêmement bien organisées. En Europe, il y en a tellement. Puis ça, c'est un super bel exemple. Là. Je veux dire, quand j'ai vu le nom, quand je suis allé lire sur le site, je tombe en amour, j'ai fait OK, voilà, une de plus à la bucket list. Ça a l'air complètement fou, cette course-là. Là. Ouais. Ah ouais, c'est comme un peu un secret, puis tu sais, je souhaiterais qu'il y ait plus de monde pour que ça soit un plus grand succès, mais en même temps, c'est peut-être sa beauté aussi, vu que pour les coureurs, là. Mais c'est ça, je pense que c'est pas une finalité encore là de devenir plus gros tout le temps. C'est correct des événements à plus petite échelle. Après ça, chaque organisation sait ce qu'ils ont besoin en termes de nombre de coureurs pour faire leurs frais, puis on veut que tous les événements soient en santé financière, mais après ça, grossir pour grossir, ça peut être bien de conserver ce petit côté-là. Puis les Américains sont bons pour ça. Souvent, sont topés à 400 coureurs à cause des permis. Mm-hmm. C'est pas une mauvaise chose d'être topé à 400 coureurs. Tu sais, ça permet d'avoir des événements à plus petite échelle. Puis c'est le fun de courir seul aussi. C'est le fun de courir en gang, mais c'est le fun de se retrouver seul sur une course. Puis oui, t'es dans la pain cave ou t'es dans des moments d'euphorie seul, mais il y a de quoi de le fun là-dedans aussi, là. Ouais. Sur ces 4 jours-là, t'as-tu un souvenir d'un moment précis qui est un highlight pour toi, quelque chose qui s'est passé de spécial? Peut-être pas un en particulier qui ressort des autres, mais peut-être il y en a plusieurs. Là, c'est sûr que la deuxième journée, on est monté à 3000 mètres, puis on est resté à 3000 mètres pendant un petit bout, puis j'étais quand même impressionnée. On était dans les nuages, puis
c'était quand même plat, puis tu sais, je joguais, puis j'étais impressionnée à quel point j'étais comme essoufflée. Oui, c'est ça. Puis que je trouvais que, tu sais, c'était pas une grosse vitesse, fait que il y a ça. Il y a un matin qu'on a pris le départ de Zermatt, puis il y a le Matterhorn, une montagne qui est populaire pour l'escalade, puis ben chaque jour on partait à 6h30 du matin. On a 12 heures pour faire la journée, qui est très juste. Fait qu'il faisait un peu noir à 6h30, puis on pouvait voir les frontales du monde qui faisait de l'escalade dans le Matterhorn. Ça a été spécial. Il y a un bout aussi, tu sais, des fois tu finis par croiser du même monde. C'est sûr que durant une course, je jase pas beaucoup avec le monde, puis j'étais beaucoup dans ma bulle. Parce que qu'est-ce qui peut être dangereux, justement, on parlait de pression, c'est 4 jours, tu sais, c'est avec le même monde, puis tu viens qu'à savoir un peu, bon, c'est qui est en avant, qui est en arrière. Fait que moi, une chose que j'ai pas faite, c'est que à chaque jour, je regardais pas les résultats. OK. j'ai demandé les résultats à mon chum la dernière journée, là, quand que j'ai fini, mais les autres jours, je regardais pas les résultats. Puis j'ai jamais regardé ma montre. J'avais ma montre qui sonnait aux 30 minutes pour manger. Puis sur mon dossard, j'avais tracé le parcours pour savoir, bon, il y a tant de kilomètres entre chaque ravito. Puis fait que je savais environ, tu sais, c'est comment étirer mon eau ou ma bouffe pour me rendre au prochain ravito. Mais c'est ça, fait que je me suis vraiment le moins possible. J'avais pas de chiffre pour me jouer en tête. Fait que pour rester, puis tout le long de la course, je me disais là, cours pour avoir du fun. C'est sûr que j'étais pas en balade parce que ça arrivait que je voyais du monde, tu sais, il y a des touristes là qui font de la randonnée, puis ils mangent leur lunch, sont assis, puis ils regardent le paysage, puis je regardais, puis je faisais ah ouais, moi je fais pas ça. Non, c'est ça. Hein? Mais non, je fais une course, puis tu sais, mais je me disais ah ça j'aurais peut-être aimé m'arrêter puis regarder plus regarder le paysage. Fait que souvent, durant la course, en courant, je me disais, là, regarde le paysage. Profite-en, là, regarde-le, là. C'est là que ça se passe. T'as vécu une expérience difficile à l'UTHC 125 en 2022. T'as eu des réflexions, t'as tiré des leçons de ça, t'as adapté un peu ton entraînement, t'as adapté ton approche du sport pour que ça soit vraiment focusé sur le plaisir. Est-ce que cette course-là, maintenant avec un peu de recul, ça a été la cerise sur le Sunday? Est-ce que tu as réussi à l'objectif de focuser sur le plaisir? Oui. Ouais. Oui. L'objectif, oui, j'ai focusé sur le plaisir. Oui. Puis j'avais pas la pression que je me suis mis comme l'année d'avant. C'est sûr que c'est un contexte complètement différent. Je suis pas chez nous, fait que je connais personne. Ça je trouve ça le fun parce que tu peux moins te comparer. Puis, je suis sur une épreuve de 4 jours. Fait que, tu sais, là, comment tu joues tes cartes, là, pour finir correct, là, pour finir l'événement. Puis j'étais dans un environnement complètement différent, là, avec le dénivelé moins technique. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun. Quand tu fais quelque chose de vraiment nouveau, dans ma tête, tu peux pas avoir trop d'attentes. Fait que vu que c'était un terrain nouveau, environnement nouveau, beaucoup de nouveaux. Mes attentes, c'était de finir puis d'avoir du plaisir. Fait que il y avait beaucoup moins de pression. C'est sûr que c'est comme j'ai dit, ça reste que c'était une compétition puis j'aurais pu m'arrêter pour prendre mon lunch, mais c'est plus fort que moi là de continuer puis de courir là. Mais oui, fait que oui, le plaisir était là puis je suis contente d'avoir eu cette bonne expérience-là pour, peut-être renouer un peu avec la compétition ou de l'avoir abordé d'une autre façon. Ouais, c'est ça. Un changement de perspective. Ouais. C'est vraiment une mission accomplie. Oui. On va prendre une mini-pause pour un message d'un partenaire, puis on se reparle de l'autre côté. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagné. Là, j'ai entendu dire que l'hiver, c'était le bon temps pour faire de la musculation. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? En fait, Yannick, c'est pas juste l'hiver qu'il faut faire de la musculation. On me pose souvent la question à savoir si le coureur est avantagé de faire de la musculation, puis la réponse, c'est définitivement oui. Cependant, l'hiver, si on traduit ça par saison où on a un petit peu moins d'événements,
c'est un bon moment pour périodiser son entraînement musculaire en ajoutant des charges. Donc, en allant travailler un petit peu plus la force. Donc, on va faire un peu plus de séries, un petit peu moins de répétitions. On va aller travailler la force max et la force. Puis doucement, on va s'en aller vers une combinaison de force et de vitesse, ce qu'on appelle la puissance. Fait que ce qu'on va aller développer en travaillant ça un petit peu plus tard dans l'année, on va pouvoir en bénéficier pendant nos entraînements et pendant nos événements. Mais là, on s'en va pas au gym faire n'importe quoi. Toi, tu peux nous faire un programme? C'est sûr qu'aller au gym faire n'importe quoi, c'est souvent pas payant, mais ça peut être le fun, mais c'est pas payant. Oui, moi, je peux vous faire des programmes, puis il y a plein d'autres kinésiologues aussi qui peuvent faire la même chose. J'aime souvent dire que l'important, c'est le fit avec votre entraîneur. T'as bien raison. Merci, Natacha. Bienvenue! Fait qu'on a vu dans la dernière année comment tu as un peu changé ta façon de voir les choses, toi personnellement comme athlète, mais on le disait, tu coaches plein de monde. Est-ce que ces apprentissages-là, ces leçons-là, tu les appliques aussi maintenant au coaching, ou est-ce que d'avoir perçu des choses en toi maintenant, ça fait que tu peux mieux les percevoir auprès de chez certains des athlètes que tu coaches? Oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr que là, je veux vraiment que le monde ait du plaisir là quand il s'entraîne avec moi. Puis des fois, il y a des choses comme le sommeil. Là, le sommeil, des fois il y a du monde qui dort plus. C'est normal aussi avant une course qu'on soit nerveux, puis que le sommeil il est moins bon. Mais c'est sûr qu'après, les choses peut-être les plus importantes, ça reste que c'est le quotidien, la famille. Fait qu'à un moment donné, des fois, c'est arrivé que on diminue l'entraînement pour que le sommeil redevienne correct. Tu sais, puis l'alimentation aussi, là, ça reste que ça aussi, c'est un plaisir. Si c'est pas arrivé avec du monde que je coach, mais si quelqu'un a plus ses menstruations ou qui se permet plus de manger au restaurant ou avec des amis, c'est toutes des choses que j'essaie de pogner aussi quand je parle avec mon monde, de voir un peu comment que ça se passe au quotidien. Ouais, parce que il y a des gens qui écoutent, qui sont en train de faire leurs premières armes entre elles ou dans ces sports-là, dans la course, de se développer. Ils augmentent peut-être le volume, ils augmentent le type d'entraînement. Ils ont peut-être commencé à faire de la course-marche, puis là, tranquillement, ils ont des objectifs qui s'en viennent. Puis, faut pas que tout ça, pour nos objectifs, vienne à affecter la base de la vie, manger, dormir, tu sais, c'est toutes des choses que faut être attentif à ces signes-là. Oui, comme coach, mais je pense surtout les gens qui écoutent en ce moment, les gens qui vont faire des gros build-up pour des gros projets. Faut pas perdre de vue la base de la vie. Puis que s'il y a des indicateurs au rouge, des fois on est bon pour pas les voir, tu sais. On dit souvent l'expression les lumières dans le dash allument toutes là, mais des fois on regarde ailleurs, j'ai cette douleur là, ou je dors vraiment moins bien, j'ai une perte de poids soudaine ou un gain de poids soudain, peu importe, il peut se passer plein de choses quand on augmente l'entraînement, quand on change nos façons de faire. Puis faut rester à l'affût de ça, puis faut pas se pitcher dans nos objectifs les yeux fermés, puis de se dire regarde, je vais tout donner, puis je réglerai ça plus tard. C'est pas bon plus tard. Ouais, ça peut peut-être juste grossir sans qu'on le sache ou. Ah non, c'est clair. Je t'amène champ gauche sur un autre sujet, mais je veux pas t'insulter en disant ça, mais ça fait longtemps que tu fais ça. Tu fais partie, je pense, des gens qui étaient là avant l'espèce de boom du trail des 3-4 dernières années. Toi, de ta perspective, on voit des nouvelles personnes, de plus en plus de gens qui arrivent en trail. Tu dois voir des nouveaux athlètes qui arrivent. Y a-t-il des choses qui ont changé dans l'approche du sport, ou y a-t-il des erreurs communes que tu vois chez les nouveaux coureurs, les nouvelles coureuses qui arrivent dans le sport? Ouais, oui, c'est qu'est-ce que je dirais que je vois des fois? J'ai beaucoup des gens, sont pas mal tous très motivés. Ouais. Je pense qu'on est tous beaucoup motivés, puis on prend ça à cœur, puis au sérieux. Puis des fois, les gens, ils ont peut-être de la misère à peut-être sauter un entraînement. Des fois, les gens, ils vont s'entraîner quand ils ont un rhume ou qu'ils sont malades, puis on est tous capables. Mais je pense que des fois, même si c'est pas un gros rhume ou une grosse grippe, mais plus, tu sais, qu'est-ce que je vais dire à mon monde, c'est,
même si t'es pas allé faire tes intervalles puis t'es allé courir, ben peut-être que ton rhume il va guérir un peu moins vite. Parce que là, t'as dépensé beaucoup d'énergie pour aller courir. Fait que c'est sûr que s'entraîner malade, je dirais que c'est peut-être moins bon, là. Fait que quand on est malade, on règle d'être malade. Quand on est blessé, ben on règle la blessure aussi. Ouais. Ça arrive des fois que j'ai eu du monde avec des périostites avant qu'on commence puis qu'il y a des périostites. Fait que tu sais, après ça, c'est de voir, bon, faut quand même régler la périostite, là, embarquer des intervalles ou je sais pas. Fait que je pense que c'est intéressant de régler certaines choses, au plan physique, là. Ouais. Non, c'est sûr que c'est des signes qu'il faut suivre, puis l'entraînement à tout prix. Ma question initiale avait comme on dirait qu'elle pitchait dans deux directions. T'as répondu à une, l'autre. Le sport se développe, le sport grossit en popularité. On voit de plus en plus de monde qui se met au trail. Ça devient cool, le trail, alors qu'avant, c'était un sport quasiment, je sais pas comment dire, dans l'ombre de tout le reste. Là, il y a plein de positifs qui viennent avec ça, mais est-ce que toi, tu vois ça d'un bon œil, cette explosion de popularité-là? Ah, ben, tant mieux, numéro 1, les gens, ils bougent. Ouais. Ça, je pense, c'est vraiment intéressant. Peut-être une chose que j'ai... c'est mon opinion, mais à l'époque, c'est peut-être pas si longtemps, mais l'année, là, il y avait une année que il y avait Florent Bouguin puis Jeff Gosselin qui avait fait le 65 km à Ricana. Puis à cette époque-là, c'était comme la plus longue distance à Ricana. Puis je me rappelle, là, j'étais comme, oh my God, 65 km, c'est malade. Mm-hmm. Je me disais, c'est tellement long. Puis je pense que à cette époque-là, cette distance-là, c'était considéré long. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est peut-être considéré moins long ou des fois, je vais entendre des commentaires, je fais juste le 21 ou le 10. Puis fait que je trouve, je souhaite que les gens ne perçoivent pas à titre, on met peut-être beaucoup d'importance sur les longues distances. Ouais. Puis moi personnellement, je pense que je trouverais ça plus difficile faire un 50 km à bloc ou en tout cas essayer à bloc, je pense pas que c'est possible, mais que peut-être faire un 100 km plus relax. Fait que il y a ça, puis aussi c'est ça, c'est beaucoup la mode de genre je veux faire une plus longue distance, peut-être c'est ça que je vois. Puis c'est correct. Après, c'est de voir que ça coûte quoi pour aller chercher cette distance-là. Comment ça coûte quoi à ma santé, ça coûte quoi à mon plan de mental, ma famille, mon entourage. Fait que, tu sais, là, disons que l'année prochaine, personnellement, je souhaiterais pas je souhaite, puis je pense pas m'inscrire à un ultra. Pour faire des plus petites sorties puis avoir plus de temps à mettre dans mes autres paniers qui entourent ma vie. Fait que, en tout cas, c'est par rapport à qu'est-ce que je vois. C'est vrai qu'il y a une espèce d'attrait, ou en tout cas, on met sur un piédestal, on dirait la plus longue distance, on va célébrer puis on va couvrir un peu plus les longues distances dans différents événements, puis ça a un impact sur les gens, sur la perception du sport, puis sur le fait que, OK, ouais, mais trail, c'est le fun, mais le trail, c'est la longue distance, puis c'est correct les distances d'entrée, mais après ça, il faut progresser, mais pas nécessairement. Tu peux progresser à l'intérieur de la même distance, puis c'est de quoi que j'essaie de répéter aussi quand j'ai l'occasion ici, puis c'est bon pour les gens de l'entendre que la longue distance, c'est pas une fin en soi, puis c'est pas le seul objectif en soi, puis chacun trouve c'est quoi sa distance idéale. Puis il y a des gens, c'est vrai, qui leur distance idéale, puis ça dans quoi ils sont bien, c'est du 200 miles, puis c'est d'aller faire un enchaînement de courses aux États-Unis de ces distances-là, puis c'est beau de loin, puis de les voir aller. Mais après ça, il y a du monde qui vont être pleinement heureux, puis pleinement comblés, puis ils vont sentir qu'ils repoussent leurs limites à l'intérieur de un 10 km trail, un 25 km, puis c'est parfaitement légitime, c'est parfaitement correct, pis faut pas se dire que je fais le QMT 25 parce que l'an prochain je vais faire le 50. Ouais, mais t'as-tu du fun sur ton 25? C'est une distance qui te plaît? Veux-tu mettre les efforts pour allonger? Pour quelle raison t'allonges? Parce que moi le premier, je sens que j'ai une prédisposition pour être plus à l'aise puis avoir plus de fun dans du long. Donc je me suis dirigé vers ça.
Il y a du monde que c'est complètement l'opposé. Fait qu'inscrivez-vous pas à un 100 kilos parce que tout le monde fait des 100, donc je veux en faire un moi aussi. Inscris-toi parce que tu te dis, j'ai le goût d'aller explorer cette facette-là de moi, puis je verrai si j'aime ça. Ouais, puis aussi, une chose, en parlant avec mon père puis son épouse, après Arikana, c'est que en parlant, j'ai réalisé que j'avais beaucoup dit m'améliorer puis performer. Mm-hmm. Puis j'ai-tu besoin de m'améliorer? Ouais. J'ai-tu besoin de performer? Puis tu sais, fait que des fois, quand on choisit des objectifs est-ce que de repousser mes limites, est-ce que j'ai besoin de repousser mes limites? Ouais. Puis si oui, pourquoi? Ou pas pourquoi, mais juste est-ce que j'ai envie de repousser mes limites? Ouais, puis des fois on entend aussi faut dépasser ses limites, repousser ses limites. Les deux, il y a une mini différence grammaticale, ou en tout cas pas tant grammaticale, mais de signification, de définition. Repousser, effectivement, c'est pas nécessaire, mais repousser, c'est à l'intérieur de ta limite. Dépasser, c'est-tu nécessaire? Si tu sens de vouloir dépasser, ta limite bouge dans le temps aussi, tu sais. Ta limite, peut-être, toi, un temps, c'était le 125, puis t'aimais ça, aller au bout de ça, puis te rendre là. Puis à un moment donné, tu peux te dire quelques années plus tard, hey, ma limite cette année, ça va être un 50, mais je vais le gonner parce que je vais essayer d'être dans un effort différent. Mais c'est ça, surpasser, dépasser, c'est pas nécessairement une bonne chose. Tu sais, on peut l'amener ailleurs, cette limite-là, mais faut faire attention. Parce que, je le disais la semaine passée avec Yannick Bernard, je le disais dans d'autres épisodes, on est une communauté de gens intenses. Avec tout le positif que ça vient avec des projets à droite à gauche qui nous font rêver, des gens qui font des affaires qui ont pas de sens. Ça vient avec une intensité, les gens s'y mettent, puis ils mettent tout leur cœur puis leur âme. Pis c'est parfait, les gens s'impliquent, une fin de semaine du bénévolat, la semaine d'après je cours, l'autre semaine je fais telle affaire. Tout ça est beau, mais c'est une communauté de gens intenses, parce que je pense que quand tu te mets à pratiquer ce sport-là, faut que tu aies un petit quelque chose en toi qui a cette intensité-là, mais faut faire attention. C'est l'intensité à tout prix de se pitcher dans tout, de trop faire de courses, de trop vouloir surpasser. Tu sais, il y a comme une belle limite à trouver à travers tout ça, puis faut pas hésiter à faire les choses dans le bon ordre. Puis il y en a pas de une seule façon de faire, mais c'est ça. Prenons le temps d'augmenter, si on veut augmenter, à la bonne vitesse. T'sais. Il y a toujours l'exemple du gars ou de la fille qui est passé d'un 25 à un 160 en dedans d'un an, mais c'est rare que ça fonctionne, c'est rare que les résultats sont optimaux, puis c'est rare que c'est sain la façon de le faire. T'sais. Mm-hmm. Ouais. Toi, est-ce que des fois, est-ce que tu as à calmer les ardeurs ou cette intensité-là des gens en tant que coach, tu veux pas être la personne qui est toujours en train de tirer sa laisse, mais en même temps, tu as une expérience puis les gens t'engagent parce qu'ils veulent un encadrement. Ouais, c'est sûr que je donne mon opinion puis qu'est-ce que je vois des fois, c'est des gros calendriers là, des grosses années de course puis fait que j'avais vu avec une fille l'année passée qu'elle avait trouvé qu'elle avait une grosse saison puis cette année encore, mais tu sais après c'est la façon que je vais l'aborder, c'est tu regardes le calendrier puis ça veut dire OK là, tu sais c'est pas juste la course, c'est qu'est-ce que tu fais une semaine avant la course, le déplacement la préparation de bagages, le déplacement de voiture, que ça soit 30 minutes ou tu sais il y a beaucoup d'organisation, les enfants ils vont où, y a-tu quelqu'un qui va m'accompagner, et fait que il y a la course ou la compétition puis après ça il y a tout ce qui vient avec, qui est quand même une grosse charge, fait que c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé, mais de réfléchir à planifier sa saison intelligemment dans les limites du corps, dans ce qu'on veut s'imposer, la récupération, mais je trouve ça vraiment bon le côté ce que ça impose. Tu sais, si tu habites à Montréal, un auditeur qui habite à Montréal qui voit un build-up puis qui disait je vais faire la clinique du coureur en début juin, je vais aller faire la IPA Fun Run mi-juin, puis je vais aller faire le QMT fin juin, début juillet. En termes de calendrier, ça peut avoir du sens si les distances, la récupération marche, mais si tu as à faire 3 heures de route aller-retour, 1 heure de route aller-retour, 4 heures de route aller-retour, c'est plus la même affaire. Ouais. L'impact physique, la récupération n'est pas la même. Si tu enchaînes Nutritel Chic Choc, Arikana, puis Forillon, puis t'habites dans l'est de la province, t'habites dans l'ouest de la province, c'est quasiment 100 heures de route aller-retour tout ça ensemble. C'est ça. C'est plus juste les épreuves elles-mêmes, là. Ouais, puis c'est beaucoup d'énergie, tout ce qui vient avec. Ouais. Puis après aussi,
Mais surtout, Ouais. quand t'es raqué, faire 10 heures de char, là. Ouais. Avec un gars l'année passée, ou cette année, je pense, il faisait le QMT 50, puis il vit à Montréal. Puis il avait la chance de venir à Québec, puis il voulait peut-être faire coureur des bois. Puis là, je me suis dit, oui, ça serait bon. Mais je dis, si tu viens une fois à Québec, c'est sûr que je trouve que ce serait plus intéressant que tu ailles faire, si ça te dérange pas de refaire le parcours, mais faire de la reconnaissance de parcours. Que tu ailles voir un peu c'est quoi la Mesta Chibo, c'est quoi le montée de Mont-Sainte-Anne. Fait que faire de la reconnaissance de parcours, je trouve que ça, c'est vraiment payant, dépendant si ça te dérange pas de voir le parcours avant, mais d'avoir des repères, là, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis, faire de la reconnaissance de parcours, ben là, tu la fais un peu quand tu veux. Puis mais ça reste que, ouais, c'est toutes des choses que je dirais à considérer. Souvent, on s'emballe. Hein, il y a des nouvelles épreuves qui arrivent, des nouvelles courses, des courses qu'on n'a pas encore faites. On a le goût d'essayer un peu de tout. Puis ils vont être là encore l'an prochain. Oui. Une à la fois, ou en tout cas quelques-unes à la fois, mais je trouve ça vraiment pertinent. Je l'avais jamais entendu de réfléchir à son calendrier. Oui, d'une part, les épreuves, mais d'autre part, le temps de déplacement, la logistique que ça impose. Ouais, puis tu sais, une autre chose aussi, c'est à part des compétitions, ben t'as-tu des mariages, t'as-tu des je sais pas, des vacances, puis je sais que moi, souvent, avant Arikana, ben le week-end d'avant, c'est un long week-end. Puis j'allais toujours à Ottawa voir ma famille. Puis il y a une année que je suis tombée malade. Tu sais, c'est parce que quand je vais là-bas, c'est vraiment le fun, mais c'est une famille ou une amie ou un après l'autre, là. J'ai pas beaucoup de lousse. Puis je suis revenue avant Arikana avec un rhume. Ouais. Rien de grave, mais c'est pas optimal. Fait que, tu sais, là, maintenant, tu sais, si je ferais une course, ben c'est sûr qu'une semaine avant, je vais voir, tu sais, c'est quelque chose que je vais checker aussi avec le monde que je coach. C'est quoi ton horaire avant ou comment, c'est quoi, au niveau plan personnel, t'as-tu d'autres événements ou d'autres choses qui se passent à tel moment de l'année, puis de prendre ça en considération. Ouais. Ben, c'est super pertinent. Je pense qu'on est pile dans le moment de l'année où, bien qu'il faut s'inscrire vite à certaines courses, puis il y a du monde que ça fait déjà 3 mois, 4 mois qui ont leur dossard pour 2024, ça reste que c'est souvent à l'automne qu'on se pose la question, bon, qu'est-ce que ça me tente de faire l'an prochain en termes de projets, de courses, d'événements, peu importe, mais ça tombe à point, ce que t'amènes. Je trouve ça super pertinent. Fait que, écoutez-vous, mais planifier en sachant tout ce qui se passe autour, puis c'est pas juste la course elle-même le jour J, c'est tout ce qui va en dehors. Ouais. Tout ce qui est autour plutôt. Ouais. C'est super pertinent. Écoute, René, c'était vraiment intéressant d'explorer ces sujets-là, puis à travers toi, ton année ou les leçons que tu as pu tirer, je pense qu'on peut tous apprendre de ça. Puis il y a plein de beaux apprentissages à faire, puis je suis sûr que ça l'a fait écho chez beaucoup de monde que tu partages ça. Cool! D'habitude, moi, je termine avec les questions Éclairnac. Tu as déjà participé, 10 questions, on y va rapidement. Quand je reçois un invité pour la 2e fois, on change le mode, on y va pas avec le chrono, hein. On disait tantôt, pas de chrono, t'as fait ta course en Suisse, pas de chrono. Mais les questions ouvertes NAC qu'on fait en fin d'épisode pour la 2e passage, il y a pas de chrono, c'est des questions ouvertes, puis tu réponds, puis tu prends le temps que tu veux. Cool. Est-ce que t'es prête? Yes. C'est quoi tes espadrilles préférés? Mais Salomon Sense Pro. OK. C'est quoi ton repas d'avant-course? Crème... ben souvent, c'est du tofu avec du riz. Ah, ben c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour supporter. Ouais. C'est quoi ton repas d'après-course? Ce qu'on me donne. ce qu'il y a là. Ouais. La prochaine question, bon, là, je vois ton Uzi de exact, t'es une athlète exact, mais c'est les questions ouvertes NAC. Je pose la question, c'est quoi ton produit NAC préféré? La poudre verte. Lime? Ouais, avec des glucides. Ouais? Ouais. Tant qu'à être là, c'est quoi ton produit exact préféré? Tu sais, j'aime bien les gaufrettes après le sport ou durant ou à rien faire. Ouais, rien faire. C'est des bonnes barres de chocolat, puis les pâtes de fruits, c'est sûr que c'est facile, là, apricot. Okay. Apricot. Intéressant. Tu peux compléter la phrase « Je ne pars jamais courir sans... » Mes espadrilles. Oh, très fort. Ça va mieux. C'est quoi ta montagne préférée? Au Québec? Oh, comme tu veux. Ben, montagne...
crime. Ben, j'habite à Stoneham. Ben, je dirais Mont-Saint-Anne, mais c'est sûr que j'ai vu des belles montagnes en Suisse aussi. Ouais, sûrement. Puis en Italie, mais en tout cas, bref. Mont-Saint-Anne. Mont-Saint-Anne. C'est un beau terrain de jeu. Ouais. Ton sentier préféré? Ben, c'est Chibo. Mais c'était Chibo. Oh, OK, on est une fan. Mais on n'a pas parlé. C'est comme tombé dans une craque entre l'épisode qu'on avait fait où tu te préparais pour le QMT 100 000 et là, on a parlé surtout de ton année 2022. Mais comment ça avait été ton QMT 100 000? Ah, très bien. Ouais. Très que bien. là, si les gens écoutaient l'autre épisode, ils se disent, bon, il a posé des questions sur ta préparation du 100 000, puis là, on revient pas là-dessus. Ça s'était bien passé. Oui, Ouais. ouais. C'est ton premier 100 000 à vie? Oui, puis c'était le fun parce que c'était la première édition de l'événement. Je connaissais beaucoup le parcours. Martin était là, tu sais, on était habitués ensemble. Puis j'avais fait une belle préparation. Le moment de l'année était parfait. C'était des sentiers que j'aime beaucoup. Dont la Mistachibou. Oui, puis tu sais, l'équipe médicale, des beaux gars, ils sont drôles. Fait que tu sais, ouais, c'est sûr que Ça, c'est je le suis une critère de grosse fan. René quand t'as fait une nouvelle course. Est-ce que les gars de sécurité sont beaux? C'est ça, je comprends? Non, C'est juste ceux du est-ce que QMT. l'équipe médicale du QMT va être là? Ah, OK, c'est ça. Donc, là, tu vas voir des visages que tu connais bien. Ouais, On les que- voit que souvent quand j'apprécie. même. Ben oui. On les voyait à ouais. une passe au Grand-Duc. T'étais Exactement. aussi, on les a vus, ces visages-là. Ouais. Des beaux bonhommes. Ouais. Ton idole de course? Ben, je sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui t'inspire dans la communauté? Je retourne la question de bord. Ben, vite de même, j'ai pas une personne, mais je dirais les gens qui ont des enfants puis que c'est pas des gens qui font des performances. Ouais. Ben, beaucoup les gens que j'entraîne puis du monde comme mon chum qui Beaucoup d'affaires à qui vit gérer en bien même les temps. choses ou qui met l'importance aux bonnes places. Ouais, j'aime ça. Ta plus grande fierté? C'est large, hein? Ma plus grande Tu te fierté. creuses la tête en fin d'épisode comme ça, hein? Ben, peut-être, c'est personnel, mais ma deuxième séparation, ben, je m'en suis beaucoup mieux remis. OK. Donc, j'ai comme appris beaucoup de ça, puis je suis fière de comment j'ai remonté, comment que j'ai évolué avec ça. J'aime ça. C'est inspirant. Dernière question. Ta course bucket list. Que je veux faire? Ouais. Colin. Ben, peut-être, vite de même, je pense la Mustang, là, une autre course à étapes au Népal. OK. Est-ce que tu avais déjà été au Népal? Ouais. J'avais fait une course au Népal, mais ça, c'est comme une autre affaire de Ouais. 4-5 jours. Est-ce que la course que tu as faite en Suisse, c'était-tu ta première course à étapes? Oui, première course. T'as aimé l'expérience? Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, mais en même temps, à refaire, je le ferais plus en sac à dos. OK. En sac à dos, sans dossard, puis à Pouvoir mon manger rythme, ton parce- pique-nique. Pardon? Pouvoir manger ton pique-nique puis observer les vues. Exactement, ouais. Sans que ça soit une compétition. J'ai fini les questions ouvertes, mais j'en ai une de plus pour toi qui vient de me faire penser. Il y a beaucoup de monde qui vont s'inscrire, là. Il y en a de plus en plus de courses par étapes au Québec. On a eu longtemps le Transvallée qui était la seule, mais là, on a le Transpercé, le Transforillon. On a la Trans-Charlevoix qui est devenue une épreuve quasiment mythique parce qu'il y a beaucoup de monde qui le font, puis tout le monde en parle. Ils reviennent de là les yeux pétillants. Il y a de quoi de spécial qui se passe là. Comme coach, comme athlète, c'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui se lance dans une course par étapes qui est différent d'une course standard? Ben, c'est sûr qu'après ça, c'est comme une compétition. Puis c'est de regarder un peu c'est quoi ton parcours en termes de dénivelé, puis de reproduire ça dans tes entraînements, de reproduire ta course en plusieurs sections. Fait que si c'est une course à étapes sur 3 jours, ben de peut-être quelques fois durant l'été ou dans ta préparation, tu fais un bloc de 3 jours, quelque chose qui va ressembler à ton 3 jours qui s'en vient. Souvent, qu'est-ce que je vais dire aux gens, que ça soit une course en 4 jours ou en une journée, de savoir quelle distance choisir. Je vais dire aux gens, ben va voir les résultats de l'année d'avant. Puis disons que tu arrives dans la moitié du groupe,
tu regardes les résultats du moitié du groupe, puis disons que ça dit 10 heures. Puis la première question, j'ai-tu envie de courir 10 heures? Oui, c'est ça. Tu sais, peu importe le chiffre, le nombre de kilomètres, j'ai-tu envie de courir cette durée-là? Que ça soit entre 7 à 12 heures. Ouais. Puis après ça, le moment de l'année aussi. Ouais. Le moment de l'année, est-ce que j'aime courir quand il fait vraiment chaud ou tu sais, il y en a qui aiment les cours, tu sais, Arikana, c'est le fun parce que t'as tout l'été pour t'entraîner. Ouais. En même temps, t'as tout l'été peut-être que tu vas être plus à rigueur. Fait que tu veux plus faire une course plus tôt dans l'été. Fait que tu sais, c'est de regarder un peu tout ce qui englobe la course. On finit par se connaître aussi puis de savoir c'est où des fois qu'on a besoin du petit kick de motivation de plus, d'avoir une course. Si des fois vous savez que l'hiver, c'est dur de garder la motivation de s'entraîner, de bouger, ben c'est sûr que de se mettre une course en début de saison, peu importe l'intensité de cette course-là, mais de se mettre un coureur des bois en mai ou un Arikana, pas Arikana, mais un QMT, tu sais, des courses de début de saison dans la première moitié, ça te force à quand même te motiver tôt parce que tu peux pas commencer à t'entraîner en mai quand la neige commence à fondre, tu sais. Faut qu'en janvier, en février, mars, tu sois en train de faire des entraînements, de sortir, de bouger. Fait que des fois, on finit par se connaître, hein. On sait c'est quand nos moments de plus grande motivation, puis les petits moments où on a des petites baisses, ben de mettre une course, des fois, ça fait juste nous fouetter comme il faut, là. Ouais. Tout en se respectant, sans se mettre de pression, dans le plaisir, hein. J'ai appris mes leçons de ce qu'on a parlé, mais on se connaît, puis on peut finir par se jouer nous-mêmes nos propres tours. Fait que j'aime ça, bien planifier sa saison selon température, météo et tout ça. René, c'était un très grand plaisir de jaser avec toi une fois de plus. Il y a beaucoup de choses à absorber de tout ce que tu as dit, mais je suis certain que l'épisode va résonner auprès des gens. Merci de ton temps. Hey, merci pour l'invitation. Ça a été un grand plaisir. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qui est le partenaire officiel du podcast. Je remercie Noctem, ma bière sans alcool, t'es excellente. Ton kombucha, il était bon? Excellent aussi. Bon, on remercie aussi Kombu. On les salue, on les remercie pas, mais on les salue. Puis je vous dis à tout le monde à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.